Euh, voilà. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Joëlle Seu, je suis responsable du pilier international de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est en fait l'agence de développement économique de la région au service des industriels dans toutes les étapes de leur développement, donc des étapes de développement, mais également parfois des étapes de transmission ou même en ce moment de difficultés pour certaines. Nous accompagnons les entreprises sur l'innovation, l'emploi, formation, tout ce qui est investissement productif, bien entendu, et également sur le volet export à l'international. Nous faisons cela dans le cadre de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, qui est constituée par la région, chef de file, mais également Business France, BPI, le financeur, et vos chambres consulaires. Voilà pour ce qui est de l'agence. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie avec Coralie de lancer ce webinaire sur la mission Chine qui aura lieu donc du 12 au 16 octobre prochain à Shanghai. Voilà, et nous allons le faire en lien effectivement avec nos camarades de la Team France Export ici en région, mais également avec nos partenaires de Business France à Shanghai, dont vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure les présentations et les programmes. Peut-être en termes de fonctionnement, donc le webinaire, ce qu'on vous demandera, bah, c'est comme toujours de fermer vos micros quand vous ne parlez pas. Euh, on prendra bien entendu vos questions si vous voulez les écrire au fur et à mesure dans le chat. On les prendra à la fin si vous en êtes d'accord. Voilà. Et puis la présentation ainsi que le replay vous sera envoyé à la suite du webinaire. Vous pouvez également bien entendu en parler aux entreprises que vous connaissez qui peuvent être intéressées par ce marché ou nous en informer. Voilà, et puis je vais peut-être vous présenter rapidement le déroulé de ce webinaire ce matin. C'est la région qui va s'exprimer en premier parce que les relations avec Shanghai sont très anciennes et Lucina et Anne-Valentine vont nous expliquer ce qu'elles sont et surtout ce qu'on va faire à Shanghai. Le nouvel Institut franco-chinois se présentera également puisqu'il aura l'occasion pendant cette semaine de mission d'organiser un forum sur place à Shanghai, auquel bien entendu vous êtes tous invités. euh, à la fois assister et potentiellement à vous y exprimer également. Donc, on verra tout ça. Business France donc, présentera les opportunités selon les secteurs. Donc, les secteurs qui ont été retenus pour cette mission sont industrie 5.0, on va dire, et décarbonée. La santé, plutôt sous l'angle pharma, et également art de vivre parce que c'est un gros poste sur la balance commerciale entre la France et la Chine. Et ça nous paraissait intéressant également d'emmener les entreprises qui produisent ces produits en région pour leur faire découvrir la possibilité de ce marché. Et puis nous aurons les témoignages de deux entreprises qui ont une expérience sur la Chine. Et enfin, Coralie vous présentera l'offre de mission plus en détail et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on aura le temps d'échange sur la base des questions que vous aurez mis dans le chat. Je vous remercie beaucoup et je donne la parole à Lucina pour la présentation des relations région-Shanghai. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucina Gravier, responsable du service des partenariats internationaux à la direction des relations internationales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon service a dans sa besace, entre autres, les relations désormais vraiment très anciennes, depuis 40 ans, avec la Chine et plus spécialement la municipalité de Shanghai. Anne-Valentine en dira deux mots sur cette coopération dans quelques instants. Moi, je voulais juste vous rappeler ou présenter le cadre général de la mission du mois d'octobre. Il s'agit d'une mission régionale, c'est-à-dire voulue et pilotée en quelque sorte par la région Auvergne-Rhône-Alpes en très, très étroite collaboration avec de nombreux partenaires habituels ou inhabituels, évidemment l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, les différents membres de la TFE avec Business France
en première ligne, mais également les CCE et d'autres partenaires. Et bien entendu, last but not least, le nouvel institut franco-chinois de Lyon qui aura l'occasion de se présenter et présenter le forum qui sera organisé dans le cadre de cette mission. Le nouvel institut, c'est vraiment un partenaire clé pour la région, pour les relations de toutes sortes, économiques, mais également académiques, culturelles, touristiques, politiques et autres, avec la Chine. Plus généralement la Chine et pas uniquement Shanghai. Il est très important de souligner cette approche vraiment très collective désormais pour l'organisation, la préparation de toutes nos missions régionales, incluant évidemment la participation de nos élus. Pour la mission en Chine, il s'agira du président de région, M. Fabrice Pankouk. L'approche de la région sur ces missions, c'est donc une préparation partagée, collective, avec toutes les parties prenantes indispensables et incontournables, ce que je viens de mentionner, mais également une mission, une délégation très multipolaire, si j'ose dire, avec le volet, bien entendu, institutionnel, politique, administratif. Donc ça, c'est évidemment représenté par la région elle-même. Le volet entreprise, donc vous, tous ceux qui souhaiteront participer à ce déplacement qui pourrait être vraiment un point de relance active et vraiment volontariste des relations un peu interrompues ou suspendues ou un peu moins intenses avec la Chine ces dernières années, mais il est temps d'y remédier très clairement, d'où cette mission. Le volet académique, académique avec l'enseignement supérieur, avec la recherche, innovation, transfert technologique. Le volet formation professionnelle, quelque chose qui est également très important par rapport à la Chine et la municipalité de Shanghai. Vous savez sans doute qu'au mois de septembre de cette année se dérouleront les World Skills à Shanghai même. Après, il y a 2 ans, le même événement ici à Lyon. Donc voilà, ce volet formation professionnelle important. Et enfin, le volet tourisme qui sera également particulièrement indiqué et justifié lors de ce déplacement puisque pareil, la relance par le comité régional du tourisme de ces relations autrefois très denses, très touffues avec les acteurs touristiques chinois pour la promotion de notre région sur cet énorme marché. Donc, il est temps de le reconquérir en quelque sorte. Surtout dans la perspective des JO d'hiver en 2030, mais également en lien, et ça c'est vraiment très important que vous le sachiez, en lien avec le projet quasiment abouti, mais on ne veut pas voilà, mettre la charrue devant les bœufs, le projet de lancement d'une ligne aérienne directe entre Shanghai et Lyon. Un projet qui est très étroitement suivi par un ensemble d'acteurs, les aéroports de Lyon, la CCI de Lyon Métropole, le nouvel institut franco-chinois, la région et d'autres acteurs incontournables également dans cette affaire. L'ouverture de cette ligne peut être en mois d'octobre, justement, serait vraiment un grand facilitateur dans les relations, dans les échanges, dans les flux d'affaires et de personnes entre notre région et Shanghai et plus largement la Chine.
Donc voilà, tout cela, voilà, ensemble, collectivement, sachant que chaque volet de cette délégation régionale en mois d'octobre aura son propre programme, ses propres objectifs à atteindre. Vous, les entreprises, évidemment, la découverte du marché shanghaïen, voire chinois plus largement, ou alors la prospection un peu plus poussée, les universitaires, évidemment, la relance, le renforcement des liens avec leurs homologues académiques, le tourisme, voilà, faire sa relance des partenariats dans ce domaine. Il y aura également la culture, la gastronomie, voilà. Donc, chacun aura son propre programme approprié et adapté à ses besoins et attentes. Et de temps en temps, il va y avoir des moments un peu clés et communs, comme certainement la signature de renouvellement de l'accord de partenariat avec la municipalité de Shanghai, donc, qui fêtera cette année ses 40 ans, comme je l'ai déjà dit. Une belle opération de promotion, opération attractivité de notre région, où évidemment tous les membres de notre délégation seront invités, donc vous, les entreprises également, bien entendu. Ça sera l'occasion de faire du networking, de se présenter, voilà, de découvrir des partenaires potentiels d'une façon un petit peu plus conviviale. Voilà ce que je voulais dire sur ce cadre général. Nous espérons une forte participation frontale des différents acteurs. Et Anne-Valentine, je te donne la parole pour que tu puisses dire en 2 mots en quoi consiste ce partenariat avec Shanghai qui se veut très pragmatique. Encore une fois, la région ne se fait pas plaisir elle-même en signant des accords de coopération. La région est au service des acteurs de notre territoire, y compris, bien entendu, les entreprises, les universités et d'autres acteurs. Et c'est notre principal objectif et c'est ce qui nous anime. Voilà, Anne-Valentine, à toi. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, cette coopération, région Auvergne-Rhône-Alpes, municipalité de Shanghai, repose actuellement sur 2 piliers principaux, les échanges économiques et commerciaux. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entreprises régionales qui sont implantées en Chine et principalement à Shanghai. Le second pilier, ce sont les échanges universitaires et scientifiques. Donc, les deux partenaires encouragent les mobilités étudiantes, les programmes conjoints de recherche. Donc, cela se fait à travers de nombreux partenariats entre grandes écoles et universités des 2 territoires. Ces échanges reposent également sur un accord de partenariat avec la Commission Sciences et Technologies de la municipalité de Shanghai. Donc, de nombreux mobilités depuis l'origine de la coopération. Un des projets phares de ce volet, c'est la création en 2018 de l'école médicale sino-française de l'université Chiao Tong, qui forme des étudiants chinois en médecine en français. Donc, à l'occasion de cette mission, il y aurait un temps dans cette université pour valoriser ce volet très important de la coopération. En complément de ces deux piliers principaux, nous avons également des échanges dans le domaine de l'enseignement secondaire et professionnel. À l'occasion des WorldSkills qui se tiendront à Shanghai en septembre, il y aura une délégation d'écoles de boulangerie-pâtisserie pour relancer, initier de nouveaux partenariats dans ce domaine. Un quatrième pilier axe de la coopération, ce sont les échanges culturels et touristiques. Donc, dans le domaine culturel, il y a de nombreux échanges d'artistes, des résidences croisées. À cet égard, la région s'appuie particulièrement sur le nouvel Institut franco-chinois qui vous sera présenté dans quelques minutes.
Voilà, donc ces 4 piliers ont pour objectif de vous ouvrir des portes pour mener à bien vos projets à Shanghai, faciliter les relations, vous donner accès à des décideurs de haut niveau. Voilà, je ne serai pas plus longue. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Je laisse la parole peut-être maintenant à Guillaume en complément et peut-être préciser qu'effectivement la région est membre du nouvel Institut franco-chinois, le soutient, participe à toutes ces commissions et donc s'appuie sur cet institut pour mener à bien des projets avec Shanghai en particulier. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous dire quelques mots pour vous présenter le nouvel Institut franco-chinois et préciser que la région est membre, mais la région est surtout membre fondateur du nouvel Institut franco-chinois qui fête ses 10 ans cette année. C'est une plateforme qui est assez unique en France, qui est présidée par le président du groupe CEP, Thierry Latour d'Artaise, et qui regroupe en son sein l'ensemble des acteurs de notre région qui ont des collaborations, des coopérations avec la Chine, que ce soit des acteurs économiques, des acteurs institutionnels, des acteurs académiques, culturels, associatifs. Et le rôle du nouvel institut, c'est de fédérer, d'animer cette communauté et surtout de faire en sorte que sur une destination avec autant d'enjeux que la Chine, on puisse avoir un maximum d'actions collectives et de faire en sorte que des acteurs économiques ne travaillent pas seuls, mais travaillent avec les acteurs académiques et inversement. Et donc créer vraiment ce collectif régional qui nous aide à être plus visible, qui nous aide à faire comprendre de manière plus claire les atouts et les avantages de notre région et qui favorise le développement de nos partenaires en Chine. On a tous les ans l'organisation d'un temps fort qui est un forum qui est assez innovant puisqu'il permet de traiter chaque année une question stratégique aussi bien pour la Chine que pour la France, autour d'un format qui met en avant des acteurs de différents horizons et qui permet de nouer des échanges entre des experts français et des experts chinois. Le forum en est à sa 10e édition avec un développement plus économique depuis quelques années. L'année dernière, le forum était sur l'intelligence artificielle. Il y a 3 ans, il était sur la décarbonation de l'industrie. Et nous avons initié une première édition du forum en Chine il y a 2 ans à Nanjing, qui a été un beau succès puisqu'il a réuni à peu près 400 personnes, principalement des entreprises françaises et chinoises, mais aussi des grandes écoles et des universités. Et c'est une belle occasion pour vous, pour les entreprises, de mettre en avant non seulement votre expertise, votre savoir-faire et votre engagement dans une démarche d'industrie innovante et tournée vers les enjeux de transition environnementale et qui seront des atouts d'autant plus importants dans les actions que vous mènerez, dans les partenariats que vous allez nouer par la suite sur ce territoire. Ce forum, il est orienté sur cette thématique suite à une visite l'année dernière du ministre de l'Environnement chinois à Lyon, avec lequel nous avons échangé longuement sur les engagements des acteurs de notre région et de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette question de la transition environnementale. Et nous avons décidé de mener ensemble ce forum qui se fait aussi en partenariat avec la municipalité de Shanghai, puisqu'il est totalement intégré à la coopération entre la région et Shanghai, et qui se fait aussi avec le soutien d'acteurs importants, et notamment Bank of China, qui est implanté depuis longtemps dans notre région et qui a un tissu de clients et de partenaires en Chine qui seront mobilisés pendant le forum et qui seront aussi ciblés en fonction des profils des entreprises qui accompagneront cette délégation. Pour le moment, on a fait le choix de ne pas thématiser les différentes tables rondes du forum. On a encore le temps, on a encore quelques mois devant nous, parce que nous voulons vraiment être au plus proche
des entreprises qui accompagneront cette délégation. Donc, ces temps-là sont importants parce que ça va permettre de mettre en avant ce que vous avez déjà mis en place de votre côté sur cet enjeu. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure de la constitution de cette délégation, nous pourrons façonner des tables rondes qui seront faites pour mettre en avant votre savoir-faire. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de votre intérêt pour ce déplacement à revenir vers nous, à voir comment on peut vous valoriser, vous donner des temps de parole et des temps de présentation sur ce forum. Et puis, au-delà des tables rondes, on aura des temps de networking et on aura la possibilité aussi de vous aider pendant la durée du forum à organiser des rencontres un peu plus construites avec les participants chinois qui auront été identifiés auparavant. Donc, ce forum, il est spécial cette année, puisque vraiment lié à cet anniversaire du partenariat entre la région et Shanghai. Il est aussi organisé en fonction de la délégation. Et puis, il sera associé aussi à un autre événement que nous organisons en ce moment, que nous commençons à organiser en ce moment, notamment avec la Fondation Mérieux et l'Université de Jiaotong et l'ensemble des universités du Nouvel Institut franco-chinois, qui sera tournée c'est une conférence qui sera tournée sur l'enjeu de la santé globale et la santé faisant partie des cibles qui ont été mises en avant tout à l'heure dans la constitution de la délégation. Là aussi, vous aurez la possibilité d'assister à cette conférence qui sera beaucoup plus courte, hein, sur un temps d'1h30, 2 heures, et qui permettra de compléter l'offre qui vous sera présentée plus tard d'accompagnement sur cette mission. Et je rajouterai une dernière chose, c'est que cette année, elle est importante, elle a beaucoup d'enjeux pour développer la relation entre notre région et la Chine. Il a été évoqué tout à l'heure l'engagement de la région, mais aussi de la Chambre de commerce et des aéroports de Lyon pour avancer de manière collective sur l'ouverture, on l'espère prochaine, d'une liaison aérienne entre Lyon et Shanghai. Il y a une première étape au mois de juin avec une délégation conduite par la région et fortement accompagnée et coordonnée par la CCI de Lyon, dans le cadre d'un événement organisé par le CCPIT en Chine. Cette première délégation est un premier temps fort de cette année et qui sera bien entendu conclu par cette délégation du mois d'octobre. En tout cas, profitez de l'organisation de ce forum pour avoir vraiment un temps de visibilité, un temps que l'on construira avec vous, donc que l'on peut vraiment faire en fonction de vos attentes, de votre expertise, de ce que vous souhaitez mettre en avant. Et on est à votre entière disposition pour avancer sur le sujet dans les semaines et dans les jours à venir. Parfait, merci Guillaume pour cette intervention. Je vais maintenant passer la parole à Business France pour une présentation des opportunités du marché chinois en fonction des secteurs que nous avons pu évoquer en introduction. Je vais Bonjour commencer, oui, pardon. à toutes et tous. Donc, je vais commencer. Xavier Chatriol, je suis le responsable de Business France à Shanghai. Je voudrais commencer par remercier l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la région de nous associer à cette présentation. Côté Business France, on va être plusieurs à intervenir. Notre objectif, c'est de vous présenter un petit peu les secteurs porteurs pour l'offre française en Chine, en tout cas de la vision qu'on en a, et également voilà, un petit peu vous présenter les axes stratégiques sectoriels qui feront d'ailleurs l'objet de la proposition de mission qui vous sera ensuite détaillée par l'agence. Alors, je vais commencer peut-être par quelques chiffres clés sur le marché. Il y en a un certain nombre que vous connaissez. Je vais m'arrêter peut-être sur certains d'entre eux. Bon, la Chine, évidemment, pays gigantesque, il fait la taille des États-Unis, un petit peu moins, et autant que la taille européenne.
faut l'avoir en tête, quand on se développe en Chine, on ne peut pas trouver, comme dans d'autres marchés, un seul partenaire, importateur, distributeur qui couvre l'ensemble du territoire. Il faut souvent avoir plusieurs partenaires pour se développer sur un marché aussi grand. À titre d'exemple, la distance entre Shanghai et Canton, c'est à peu près l'équivalent de la distance entre Copenhague et Budapest. Voilà, Shanghai et Canton, c'est quasiment deux marchés différents. On n'y parle pas d'ailleurs la même langue. Voilà, donc quand on aborde le marché chinois, il y a déjà une dimension qu'il faut avoir en tête et bien entendu avoir une stratégie souvent pas à pas où on commence à se développer par une ville et ensuite on se développe sur d'autres régions du territoire. Population 1,4 milliard d'habitants, la Chine n'est plus le pays le plus peuplé au monde, s'est fait dépasser il y a 2 ans par l'Inde et on est plutôt d'ailleurs dans un processus de déclin de la population qui est assez inédit puisque d'ici la fin du siècle, on devrait passer d'1,4 milliard d'habitants à 700 millions de consommateurs, d'habitants. C'est assez inédit dans l'histoire de l'humanité. Et cela, évidemment, aura un impact sur l'économie chinoise. Toutes les entreprises qui sont implantées en Chine ont en tête cet enjeu du déclin de la population, de l'impact que ça peut avoir sur l'économie. Et paradoxalement, on y reviendra, autant la population décline, autant la classe moyenne augmente. On est aujourd'hui sur l'un des rares marchés développés où la classe moyenne continue d'augmenter. C'est aujourd'hui à peu près 500 millions de consommateurs qui sont en capacité d'acheter et de consommer des produits importés. Pour les entreprises françaises, c'est évidemment très important. Et cette classe moyenne devrait atteindre 700 millions de consommateurs d'ici une dizaine d'années. Voilà, donc un pays qui continue de s'enrichir au niveau en tout cas de la classe moyenne. Deuxième économie mondiale, vous le savez, la croissance économique. On tourne autour aujourd'hui de 4,5% de croissance économique. On est sur un marché aujourd'hui mature. Les croissances à 2 chiffres, a priori, c'est terminé. Voilà, aujourd'hui, le principal levier de la croissance économique en Chine, c'est l'export. Ce n'est pas la consommation. On est plutôt d'ailleurs sur une petite crise de la consommation, une baisse de la consommation ces dernières années. Mais vous avez une vraie politique de l'offre en Chine, de la production et évidemment du levier export qui aujourd'hui tire la croissance. Et c'est en tout cas extrêmement important pour nos autorités, les autorités chinoises, de continuer à soutenir l'offre sur ce grand marché. Dernière statistique qu'il faut avoir en tête quand on vient en Chine. Aujourd'hui, 30% de la production mondiale est faite en Chine. On se rapproche des 40% d'ailleurs. Donc on est vraiment sur une puissance industrielle qui investit énormément dans son appareil industriel, de plus en plus moderne. On y reviendra tout à l'heure. On vous parlera de l'IA, de la robotisation. Voilà, il y a un enjeu en tout cas des autorités chinoises de poursuivre la montée en gamme de son industrie. Et ça, c'est omniprésent. En tout cas, une entreprise aujourd'hui qui veut se développer en Chine, elle a en face d'elle des concurrents chinois qui sont souvent leaders, ou en tout cas très bien armés dans leur appareil industriel. Voilà, la France est le 14e pays fournisseur de la Chine. C'est une position qui se maintient. Voilà, on a perdu quelque part de marché dans l'agroalimentaire, qui était des filières très fortes pour notre export. On gagne des parts de marché sur l'art de vivre. Voilà, mais en termes, en tout cas, de positionnement général, notre pays tient son rang en comparaison à d'autres pays européens qui ont plutôt tendance à reculer dans la place des pays fournisseurs de la Chine. On va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, on voulait vous présenter un petit peu pour nous en quoi c'est important pour une entreprise de la région Auvergne-Rhône-Alpes de venir découvrir ou prospecter le marché chinois. Pour nous, la Chine, ça reste une destination qui est incontournable pour une entreprise qui veut se développer en Asie. C'est déjà la deuxième économie mondiale. On parlait tout à l'heure de la classe moyenne qui continue d'augmenter. Il y a évidemment une profondeur de marché qui est unique au monde. Et la France est le premier marché de la France en Asie. C'est quasiment 40% de l'export français en Asie chaque année. Ça, c'est les chiffres des douanes françaises.
Donc certes, on a un déficit commercial qui est majeur et qui a tendance à se creuser entre la France, la Chine, entre l'Europe et la Chine. Mais en tout cas, d'un point de vue débouché export en Asie, ça reste aujourd'hui un marché qui est vraiment incontournable pour une entreprise française qui veut se développer sur cette région du monde. C'est également, et ça c'est une tendance qu'on observe depuis 2 ans, un véritable laboratoire du futur pour comprendre les technologies de demain. Donc on a en Chine un vrai modèle, et ça fait partie d'ailleurs des plans quinquennaux, du plan quinquennal souhaité par les autorités chinoises, la montée en gamme et la montée en innovation de l'industrie chinoise, j'en parlais tout à l'heure. Les autorités veulent faire de la Chine une puissance technologique assumée. Il y a énormément d'investissements dans l'IA, dans la R&D. Les entreprises chinoises sont encouragées à développer ce modèle technologique. Et aujourd'hui, c'est très important pour une entreprise française de venir voir, comprendre, faire une veille technologique et concurrentielle de ces acteurs chinois, que l'on retrouve de plus en plus d'ailleurs dans le développement international sur d'autres marchés. Mais c'est également, et ça peut être stratégique pour une entreprise française, de venir en Chine pour identifier des partenariats technologiques, pour identifier des technologies qui permettent de mieux produire en France ou de mieux produire ailleurs que la Chine. Donc on a, nous, depuis, je dirais, 2 ans, de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour venir rencontrer des acteurs en Chine, non pas pour mettre en place un projet export sur le marché chinois, mais plutôt pour identifier des partenariats technologiques ou des technologies, puisqu'il y a des vraies technologies de rupture en Chine qui permettent de mieux produire en France et de rester compétitif, en tout cas avec des technologies de pointe. Quelque chose aussi souvent que nos entreprises, en tout cas quand on échange avec elles en France, n'ont pas forcément en tête, mais la Chine n'est pas un marché réservé aux grands groupes uniquement. Donc on a près de 2000 filiales françaises qui sont implantées en Chine. Évidemment, toutes les entreprises du CAC 40 ont des filiales en Chine, produisent souvent en Chine. Tout à l'heure, je notais qu'il y avait 200 entreprises de la région Aura qui étaient implantées, donc un dixième des entreprises qui sont implantées. Mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui exportent sur la Chine. Et quand on regarde les chiffres des douanes françaises, 50% des exportateurs français vers la Chine sont des PME, 39% des TPE. Voilà, donc on est sur un marché, certes concurrentiel, mais sur lequel nos PME, si elles arrivent bien préparées, c'est tout l'objet de la Team France Export, la préparation que proposent les acteurs comme l'agence ou comme la Chambre de commerce sur le territoire avec Business France, et qui sont bien orientées, si elles arrivent avec un bon produit qui correspond évidemment aux besoins des consommateurs chinois, les entreprises ont toutes leurs chances de réussite. Et nous, on le mesure, puisque au niveau de Business France, c'est l'État qui le demande. C'est confié à Ipsos. On mesure auprès de tous les clients, toutes les entreprises qu'on accompagne, ce qu'on appelle un taux de transformation. Voilà, les entreprises qui, après avoir prospecté le marché, on va mesurer si elles signent des courants d'affaires sous un horizon de 1 an. Et en fait, il s'avère que la Chine est souvent, et cela depuis de nombreuses années, dans le top des pays sur lesquels Business France s'est implanté, où on a les plus forts taux de transformation en courant d'affaires. Donc là, je vous ai indiqué 60%, c'est le taux de l'an dernier. 60% des entreprises qu'on a accompagnées et qui ont prospecté le marché chinois sur 1 an ont signé des courants d'affaires export. C'est un des taux les plus élevés de notre réseau international. C'est assez intéressant de pouvoir comparer différents marchés. Les États-Unis qui attirent par exemple beaucoup d'entreprises, le taux est beaucoup moins élevé. Il y avait par le passé, c'est un petit peu moins le cas, mais des phénomènes de mode sur certains marchés. Tout le monde allait en Arabie Saoudite, tout le monde allait au Brésil. Ces marchés-là attirent beaucoup les entreprises, mais les taux de transformation en courant d'affaires sont beaucoup plus faibles, par exemple, qu'en Chine. Et puis, je voulais également signifier que l'image de la France est excellente en Chine. Ça, c'est un petit peu paradoxal. Ces dernières années, l'image de la Chine dans les pays occidentaux a plutôt tendance à se dégrader. Mais c'est tout l'inverse en Chine. Les relations, l'image de la France sont très bonnes. La relation bilatérale est renforcée. On a célébré 2024 les 60 ans des relations diplomatiques. Ces anniversaires, là comme celui des 40 ans du jumelage entre Shanghai et la région Aura, sont extrêmement importants en Chine. Voilà. Et puis, la France bénéficie de manière générale d'une très bonne image au sein de ses entreprises, de ses produits, dans différentes filières que nous allons vous présenter. C'est le cas notamment de l'art de vivre, l'agroalimentaire.
de tout ce qui concerne la transition énergétique, la décarbonisation, l'industrie. Voilà, on y reviendra avec mes collègues tout à l'heure. Voilà, 2 derniers slides en ce qui me concerne. Business France en Chine. On est une soixantaine d'experts organisés en unités business unit. On accompagne chaque année à peu près 800 entreprises, des PME et des ETI qui viennent prospecter le marché pour identifier des importateurs, des distributeurs, des prescripteurs, des clients finaux. On organise une quarantaine d'événements de promotion de l'offre française en Chine. On y accueille bien entendu des régions sur certaines de ces opérations qui font la promotion de leur territoire et des offres des entreprises de leur région, sur des pavillons France notamment, sur des forums, sur des rencontres acheteurs. On a également un métier qui a tendance à se renforcer, celui de l'accompagnement d'investisseurs chinois dans leurs projets d'implantation en France, donc la création de filiales chinoises en France qui participent à l'économie de nos territoires, qui participent également à l'emploi en France. Et la Chine est le premier pays d'Asie qui investit en France. C'est le 5e pays contributeur en termes d'emploi à travers les projets d'investissement en France. À peu près 900 entreprises chinoises qui sont aujourd'hui implantées sur le territoire et qui participent à la création ou au maintien de 50 000 emplois. Et c'est plutôt une tendance intéressante aujourd'hui, en tout cas dans certains secteurs d'activité que nous, on prospecte, des secteurs notamment qui permettent, lorsqu'on n'a pas une offre française concurrente, l'arrivée de transferts technologiques sur des innovations qui nous intéressent et sur lesquelles on accueille des entreprises chinoises qui amènent ces technologies. Puis un dernier point, on gère pour le compte de l'État le programme VIE. C'est en tout cas une solution RH intéressante et qui fonctionne bien en Chine. On a à peu près 200 VIE à Hong Kong, une centaine en Chine continentale. Et c'est particulièrement utilisé par des PME qui placent notamment un VIE au sein des importateurs-distributeurs qu'ils ont trouvés pour lancer le développement d'une marque sur le marché. Voilà, et mon dernier slide, s'il vous plaît. Voilà, on est présent dans 5 villes. On a 5 bureaux en Chine qui sont les grands bassins de production et de consommation de ce grand pays. Shanghai, Pékin, Hong Kong et Canton dans le sud, et puis Chengdu. Et comme je le disais, on est organisé en business unit sectoriel avec des experts sectoriels. Et je vais donc laisser la parole à 3 experts sectoriels qui vont vous présenter les secteurs porteurs à la fois dans les industries innovantes et la décarbonisation. Ce sera mon collègue Antoine Oustrin. Dans la santé, une filière d'excellence de votre région, et ce sera mon collègue Alexandria qui vous présentera les opportunités dans ce secteur. Et puis on aura un binôme avec toujours Alexandre et Bertrand Quévremont qui vous parleront des opportunités dans les biens de consommation, avec à la fois l'univers art de vivre et également l'univers agroalimentaire. Voilà, je vais passer la parole à Antoine pour l'industrie. Merci beaucoup Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer voilà, sur ces slides sectoriels, on peut aller en page suivante directement, s'il vous plaît, merci. Moi, je vous propose de vous plonger donc, dans les industries innovantes et décarbonées en Chine. C'est l'un des axes de votre mission en fin d'année. Alors vous l'avez vu sur la première slide introductive, la Chine consacre aujourd'hui une part importante de son PIB à la R&D. Aujourd'hui, c'est à peu près 2,8%, ce qui représente en valeur absolue en fait le plus haut niveau à l'échelle mondiale. C'est quasiment 800 milliards de dollars qui sont investis en R&D chaque année, grâce, entre autres, à des incitations fiscales qui soutiennent l'innovation. Je vais vous en donner quelques exemples. La première, c'est, on parle du crédit impôt recherche en France. La Chine applique le même principe avec une déduction de dépenses de R&D, de l'imposition des entreprises, qui peut aller jusqu'à 200% en fonction des secteurs. Alors ça en fait rire certains qui disent qu'ils sont payés pour faire de la recherche, mais c'est vrai. Le taux d'imposition sur les sociétés, lui, est réduit à 15% pour les entreprises dites de haute technologie. Et puis ensuite, ça s'applique également au niveau local, ces incitations fiscales avec certaines provinces ou municipalités qui abaissent de nouveau le taux d'imposition sur les entreprises, notamment par exemple pour les entreprises qui font de la recherche autour de l'intelligence artificielle. Donc, des politiques pragmatiques, incitatives autour de l'innovation et donc autour des investissements sur ces innovations. Et donc, parmi les secteurs prioritaires d'investissement, pendant longtemps, la Chine a été connue pour ses investissements dans l'immobilier et dans les infrastructures. Alors l'immobilier, moins la cote, c'est
Par contre, les infrastructures, et notamment les infrastructures énergétiques, restent à un niveau d'investissement qui est extrêmement soutenu, ainsi que les investissements dans la production manufacturière et l'investissement dans les technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle que je viens de citer et la robotique. La conséquence, et on le voit à l'écran avec les chiffres des parts de marché à l'échelle mondiale, la Chine a acquis un savoir-faire, une avance technologique, part de marché extrêmement poussée sur, par exemple, la production de panneaux solaires, production de batteries, production de véhicules électriques ou encore la production d'éoliennes. Et puis, dernier point introductif, la Chine compte également aujourd'hui plus de robots industriels que le reste du monde, avec à peu près 2,8 millions de robots industriels installés, ce qui représente à peu près plus de la moitié des déploiements de robots chaque année dans le monde. Et au-delà de ces robots industriels, il y a également les robots humanoïdes dont on parle beaucoup. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, la Chine compte aujourd'hui plus de 150 fabricants de robots humanoïdes, avec quelques marques qui se distinguent. On pense à Unitree, à Gibot, qui est présent en France. D'autres sont un peu moins connus. Et puis, les industriels, les entreprises de la tech et du numérique investissent également dans ces robots, dans la robotique humanoïde. En avril, Pékin a organisé un semi-marathon pour les robots humanoïdes. Et donc, le robot qui a gagné a été produit, développé par Honor, la marque de téléphone. Et le robot a battu le record donc, du semi-marathon détenu jusqu'alors par un humain. Voilà. Et derrière ces événements, en fait, ce sont des industriels chinois, de tout secteur, mais notamment de l'automobile, qui investissent et qui achètent ces robots pour les déployer, pour les tester à grande échelle sur les lignes de production. Alors, en slide suivante, tout ceci étant dit en introduction, la France et ses entreprises ont, selon nous, 4 principaux axes de collaboration avec l'industrie chinoise, et je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est d'accompagner la croissance et la montée en gamme des entreprises chinoises. Alors, je reprends l'exemple de l'automobile que j'ai évoqué à l'instant. Les constructeurs chinois sont très innovants et présentent désormais, grâce à des savoir-faire technologiques et des avancées en termes d'intégration verticale et de la chaîne de valeur, un écart de compétitivité qui est estimé autour de 35% avec l'Europe dans son ensemble et qui ne s'explique pas, encore une fois, uniquement par des subventions, comme ça a été montré récemment par des études. Ces constructeurs, aujourd'hui, ils se développent dans le monde, ils cherchent des partenaires à l'étranger, ils cherchent des solutions étrangères, notamment pour respecter les nouvelles règles de contenu européens mises en place récemment par la Commission européenne, mais pas uniquement. Alors, on le voit, et c'est de plus en plus significatif, visible, on les voit désormais s'associer avec des industriels étrangers, français, dans des pays tiers, alors Corée du Sud, Brésil, Espagne, dont on parlait il y a encore 2 jours pour Stellantis avec son partenaire Leapmotor en Chine. Voilà. Ces constructeurs chinois se développent à l'étranger, soit pour des accords sur des capacités industrielles, soit pour de la sous-traitance, soit pour du transfert ou du partenariat technologique. Voilà. Et donc l'IAA de la Commission européenne encourage ces constructeurs automobiles, mais également éoliens, infrastructures, à faire du sourcing en local au sein de l'Union européenne, au sein des pays dits partenaires de l'Union européenne. Alors on sait, je vous donne un autre exemple, on sait que les constructeurs automobiles, par exemple, s'installent au Maghreb pour en fait se rapprocher du marché européen, ils s'installent en Turquie également, et cherchent des partenaires et des sous-traitants français. Et donc, ce schéma-là, on le voit dans l'industrie automobile, mais on le voit aussi dans d'autres industries. C'est la conséquence des décisions qui sont prises par la Commission européenne, qui vont dans le bon sens pour défendre les entreprises françaises et les intérêts économiques de la France et de l'Union européenne. Mais ça crée des opportunités pour accompagner ces entreprises sur de nouveaux marchés. Voilà pour le premier point. Ensuite, le deuxième axe de collaboration, c'est les secteurs sur lesquels l'offre française, innovante et à la pointe, trouve des débouchés dans l'industrie locale. Ce sont des secteurs qui traditionnellement sont présents en Chine avec donc une présence française. L'industrie chinoise monte en gamme, elle cherche des solutions innovantes qui vont continuer de pouvoir les démarquer. Alors il y a une concurrence très rude sur les prix industriels dont on parle beaucoup, on parle d'involution, sur lesquels pour une entreprise étrangère il va être très difficile de se battre. En revanche, les industries locales continuent d'être en recherche de procédés, de solutions, d'équipements innovants pour leur propre fabrication sur le marché chinois. Et un exemple qui je trouvais assez intéressant, c'est la Chine met en place une exonération des droits de douane et TVA à l'importation pour tout ce qui est équipement scientifique, instruments de laboratoire, pièces détachées à importer pour la R&D.
spécifiquement pour la R&D, tout ce qui peut aider la Chine à monter en compétences technologiques. Il va y avoir des politiques incitatives pour que les entreprises locales puissent se fournir avec les bonnes solutions, le bon matériel et les bons équipements. Voilà. Et puis, la France compte un tissu de PME et de TI qui continuent d'être présents en Chine et qui continuent de vendre en Chine dans des industries où la France a un savoir-faire. Pense à l'aéronautique. L'aéronautique en Chine, c'est plusieurs dizaines de PME et de TI françaises qui sont présentes en Chine pour la production, pour de la distribution, travaillent sur des grands chantiers. On le retrouve également dans la construction navale. On le voit également dans la filière plastique. On avait le salon de China-Place récemment avec plus d'une dizaine d'exposants français. Des entreprises françaises qui proposent des solutions, notamment dans le recyclage, le retraitement des polymères, etc., sont présentes sur le marché et continuent de travailler avec l'industrie chinoise avec des solutions qui sont à la pointe et qui trouvent des débouchés. Et donc, j'ai parlé de la filière plastique, j'ai parlé de la filière automobile, aéronautique. Ce sont autant d'exemples qui me semblent importants pour une région aussi industrielle que la région aura. La Chine est la première puissance industrielle au monde. Son industrie est aussi un terrain de jeu majeur pour les porteurs de solutions et d'équipements pour l'industrie locale, pour y trouver des débouchés. Voilà. Un schéma qui est finalement assez classique. Ensuite, non, je reviens à mon troisième point, s'il vous plaît, en slide suivante, merci. C'est des partenariats avec des industriels chinois portant sur des innovations de rupture pour mieux produire en France et en Europe. Alors ça, c'est un peu nouveau. J'ai donné les exemples de l'automobile, mais on va retrouver cette tendance dans tous les secteurs industriels, les matériaux, les procédés, l'automatisation des procédés, la robotisation, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les modes opératoires. La Chine a acquis beaucoup d'expérience sur ces différents points, et il est important pour les industriels français, de comprendre l'expérience chinoise et de travailler avec des partenaires, des pairs, des concurrents, pour voir comment eux travaillent, comment intègrent l'IA et la robotique dans leurs procédés industriels, comment on peut s'inspirer de ces procédés, comment on peut les appliquer ou les utiliser en France. Voilà. Et donc, on accompagne de plus en plus d'entreprises françaises industrielles qui viennent regarder, s'inspirer de différentes pratiques, de différents modes opératoires qui sont mis en place par leurs pairs ou leurs concurrents en Chine pour pouvoir les appliquer en France. Voilà. Et enfin, le quatrième point, c'est l'utilisation des technologies et des solutions chinoises pour ces activités. Alors, selon un rapport du Congrès américain publié donc, en mars 2026, il y a 2 mois, 80% des startups américaines utilisent un modèle d'intelligence artificielle développé par des sociétés chinoises. Et le rapport donnait quelques exemples. J'ai surtout retenu Uber Eats et Airbnb. Et donc, en fait, ces sociétés-là, américaines, elles tournent sur des modèles d'IA développés par des sociétés chinoises. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces modèles-là, ils sont développés à moindre coût, c'est-à-dire entre 5 et 7 fois moins cher pour les professionnels que leurs concurrents américains. Alors, je ne dis pas qu'il faut remplacer un savoir-faire français ou européen par un savoir-faire chinois. En revanche, ce que je dis, c'est que sur certains segments, il faut étudier les possibilités de collaboration technologique avec des partenaires chinois, d'autant plus ou surtout lorsque ça peut nous permettre de gagner en productivité. Voilà. Cette option ne doit pas être exclue, elle doit au contraire être étudiée. Voilà. Et enfin, donc sur ma dernière slide, troisième et dernière slide, je voudrais vous donner quelques exemples de collaboration et d'accompagnement que nous pouvons réaliser, notamment en me concentrant sur les sujets autour de la transition énergétique. Alors, la Chine est le premier investisseur mondial dans les technologies et l'énergie verte, et elle vise une neutralité carbone pour 2026. Alors, nous, ce que l'on identifie dans tous nos accompagnements, c'est que la Chine cherche des solutions, notamment tout ce qui est autour des systèmes d'efficacité énergétique et monitoring de l'énergie, les équipements économes, l'optimisation des flux, les solutions intelligentes de gestion des réseaux, les solutions autour de la finance verte et du marché carbone. Et enfin, cette liste n'est pas exhaustive, mais toutes les solutions autour du recyclage et de l'économie circulaire. Voilà. Et donc, nous organisons et nous accompagnons avec succès des PME, des ETI de ces secteurs-là pour venir en Chine. Et certaines rencontrent un certain succès. Je voudrais vous en parler pour vous donner quelques idées, ou du moins pour illustrer mon propos. Nous avons accompagné l'année dernière une PME française du recyclage plastique.
elle a eu un programme avec des rencontres à Shanghai et on a appris qu'elle a contractualisé pour un projet de construction d'un centre de recyclage des polymères équivalent au recyclage de 50 000 tonnes de polymères par an. Voilà, donc ça c'est un exemple de solution française qui se développe et qui trouve un marché sur le marché chinois. Ensuite, on a travaillé également avec 2 PME françaises qui sont l'une dans les capteurs météorologiques et l'autre dans les solutions permettant d'optimiser la production électrique des éoliennes. Dans les deux cas, en fait, c'est une analyse des données météorologiques pour améliorer la production d'électricité, soit en solaire, soit en éolien. Et ces entreprises-là, on les a aidées à rencontrer des énergéticiens locaux pour discuter de partenariats technologiques en Chine et à l'export. Comme je le disais dans ma slide précédente, les entreprises chinoises vont sur les marchés étrangers et les solutions françaises peuvent les accompagner. Voilà. Donc c'est un exemple qui est également intéressant. Et puis peut-être un dernier exemple. Alors ça concerne moins votre région, mais c'est une industrie qui est emblématique pour la France, c'est l'aéronautique. On accompagne une entreprise qui n'est pas d'Occitanie, qui est plutôt d'Île-de-France, qui est dans les logiciels pour l'aéronautique. Et donc cette société est une toute petite société, une start-up qui en fait travaille sur l'optimisation des flux, dans l'optimisation des espaces, pardon, dans le fret aérien, ce qui permet en fait de diminuer la consommation de kérosène pour les avions cargo, les avions de fret. Et ils sont en discussion aujourd'hui, grâce à nos différents appuis, ils sont en discussion aujourd'hui avec plusieurs compagnies aériennes chinoises et vont ouvrir un bureau à Pékin. Voilà. Donc, solution logicielle pour l'aéronautique. L'entreprise a une solution différente. Elle trouve un marché en Chine, puisque la Chine est également le premier marché aéronautique avec plusieurs centaines d'aéroports et autant en construction. Voilà. Donc, sur des sujets techniques, mais sur lesquels les entreprises industrielles, mais également les logiciels pour l'industrie, ont un avantage compétitif, continue d'avoir des opportunités sur le marché chinois, d'autant plus que voilà, c'est la première industrie mondiale, la première puissance manufacturière mondiale. C'est aujourd'hui 30, bientôt 40% de la production manufacturière mondiale. Donc ça reste le premier marché au monde pour l'industrie. Et donc, il y a encore des opportunités pour les entreprises françaises. Voilà. Donc la Chine est un marché sur lequel on arrive à trouver ces opportunités en allant sur des segments porteurs avec les bonnes offres technologique. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de venir sur la Chine et je laisse la parole à mes collègues donc Bertrand et Alexandre. En slide suivante, Alexandre d'abord pour parler de la santé. Merci Alexandre, je te cède la parole. Alexandre, votre micro est coupé. On vous entend pas, je vous remercie. Désolé, je l'avais branché. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandria, je suis basé à Shanghai comme Xavier. Je dirige le pôle art de vivre santé pour la zone Chine et Hong Kong. Donc, je vais axer tout d'abord la première partie de ma présentation sur le secteur de la santé. Slide suivante. Voilà, donc le secteur de la santé, le marché chinois est un marché très important en fait pour l'offre française. Par ailleurs, plus de 30% de mon activité d'accompagnement des entreprises françaises dans les domaines art de vie santé concerne la santé et la région Aura est la deuxième région en termes d'accompagnement des PME, des startups dans le secteur de la santé en ce qui me concerne. Quelques généralités sur le secteur de la santé en Chine. Bon, c'est l'un des tout premiers marchés stratégiques au monde du fait par sa taille. Xavier a indiqué tout à l'heure son potentiel de croissance, son niveau d'innovation, mais également sa population. Avec plus de 38 000 hôpitaux en Chine et une couverture médicale qui concerne désormais plus de 95% de la population, la Chine est devenue en fait très rapidement le deuxième marché mondial de la santé et du médicament. Tout à l'heure, Coralie, vous avez indiqué que le secteur pharmaceutique était très important. Et en effet, c'est un pilier central au fait, du secteur de la santé en Chine, car aujourd'hui, la Chine, de par en fait, le chiffre d'affaires et en termes de volume, est le deuxième marché mondial, avec 200 milliards d'euros. Ce marché est estimé à plus de 200 milliards d'euros, plus de 80 milliards d'euros de vente de médicaments au détail. Les entreprises françaises ont bien entendu toute leur place sur ce marché et le sont encore, notamment certaines qui sont présentes depuis plus de 30 ans, voire 40. En ce qui concerne les dépenses de la santé en Chine par habitant, il faut savoir que cela a triplé en fait au cours des 20 dernières années. À titre de comparaison, la dépense moyenne en France est de plus de 6 000 $ par an. En Chine, on est autour de 1 300 USD par an, selon les données de l'OMS et de la Banque mondiale. Qu'est-ce qui explique aussi cette dynamisme du secteur de la santé en Chine? Bon, on va dire qu'il y a plusieurs facteurs
structurants qui sont très puissants. Bon, on a parlé tout à l'heure d'un vieillissement de la population rapide, qui est l'un des moteurs aussi qui caractérise le dynamisme du marché de la santé en Chine. D'ici 2050, plus de 26% de la population chinoise aura plus de 65 ans. En 2070, ils seront 42%. Ce qui fait qu'il y a notamment lorsque la population vit, même s'il a un niveau de vie et une qualité de vie qui s'améliore, il y a des maladies comme on a en Europe qui se développent aussi, malheureusement. Plus de 110 millions de personnes qui souffrent de maladies liées au diabète. C'est aussi l'un des tout premiers marchés liés au secteur de l'oncologie, donc une population qui malheureusement fume beaucoup également, avec tous les ans en fait 4 millions de nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque année. Je vais m'attarder un petit peu plus sur le secteur de la pharmacie. Donc, on en a parlé également. Ce secteur a beaucoup évolué, surtout depuis les réformes profondes des autorités chinoises, notamment au niveau des cadres réglementaires sur le secteur pharmaceutique, avec une accélération des procédures d'enregistrement de certains médicaments, de certaines formulations. Il y a une réduction aussi des délais d'accès au marché, même si ce délai est encore très important pour les nouveaux entrants, notamment les entreprises étrangères. Et il y a de plus en plus une reconnaissance un peu plus rapide des données cliniques venant de l'étranger. Et tout cela du fait que la Chine, depuis 2017, s'est alignée en fait sur les standards internationaux dans le secteur de la santé. Donc, au niveau des entreprises étrangères qui sont présentes sur ce secteur, bien sûr, vous avez Sanofi qui occupe une place très importante, mais vous avez également les autres membres en fait, du Club Santé Chine, dont je suis le coprésident depuis 4 ans. C'est une association qui fait du lobbying auprès des autorités chinoises du domaine médical pour porter l'offre française, que ce soit au niveau des diagnostics médicaux, au niveau des innovations de la biotech auprès de l'INPI ou des autorités de l'administration sanitaire chinoise. Mais on observe, quoi qu'il arrive, qu'il soit un cycle d'innovation en Chine qui est très rapide, qui va jusqu'à plus de 70% de plus rapide qu'en France ou en Europe. Ça, c'est une observation qui a été faite par le board du Club Santé au cours des 5 dernières années, du fait que la Chine en fait est adhérée en fait aux standards mondiaux. Elle accélère les dépôts de brevets, les dépôts de formulation, ce qui pourrait faire peur aussi par rapport aux nouveaux entrants. Je vais, dans un deuxième temps, vous parler de la silver economy, puisqu'on a évoqué tout à l'heure le vieillissement de la population, qui représente un marché colossal, plus de 1000 milliards de dollars. On l'a vu tout à l'heure, c'est une population qui vit très rapidement. Xavier l'a souligné, d'ici la fin du siècle, la population chinoise serait autour de 700 millions d'habitants, ce qui fait qu'il y a des besoins qui sont massifs, qui ont émergé, qui vont émerger très progressivement, non seulement au niveau des médicaments, mais également des solutions de prise en charge, notamment du grand âge, des soins à long terme, des dispositifs médicaux, la santé digitale, la télémédecine. Antoine évoquait l'IA. L'IA est également très présente dans le secteur médical et notamment pour maintenir soit à domicile, soit de développer des maisons de retraite ou des instituts spécialisés pour accueillir des personnes âgées. C'est un levier en fait, qui est industriel et technologique très important pour le gouvernement chinois, d'où aussi en fait, le besoin de pouvoir faire appel à des offres de services et des produits en fait, étrangers. C'est pour ça que la France bénéficie dans ce secteur d'une image très positive, notamment dans le secteur de la pharmacie. Les grands groupes sont présents, comme je le disais, bioMérieux, Servier, Ipsen. Dans votre région, il y a également, bien sûr, Tuan dans les dispositifs médicaux très, très importants, ou sinon dans tout ce qui est lié à la biomédecine, ou sinon à la cosméto liée à la médecine. Ce sont des secteurs très porteurs en Chine, où les acteurs chinois sont à la recherche de nouvelles opportunités et d'échanges avec les entreprises françaises. Je vais, dans un troisième temps, vous parler un petit peu des
des entreprises pour lesquelles Business France, le secteur santé, accompagne actuellement depuis, on va dire, au cours des 6 derniers mois. On observe en fait des demandes entrantes très liées au secteur de la biotech et des pharmaceutiques et de la biopharma pour développer avec des acteurs locaux chinois, notamment des médicaments innovants dans les nouvelles formulations, des traitements ciblés et des approches qui peuvent être différenciantes parce que la Chine est un marché particulier dans le secteur de la biotech et de la biopharma. On a également des entreprises françaises qui nous sollicitent pour se positionner sur tout ce qui concerne les tests, les diagnostics et les équipements analytiques comme les diagnostics in vitro, des plateformes de tests, des solutions analytiques utilisées par les CRO et dans les hôpitaux et les laboratoires chinois. Il y a un troisième et dernier grand ensemble, ce sont les entreprises qui sont dans un secteur en très forte croissance, tels que les produits de la santé non soumis à la prescription médicale et le marché des seniors. Les produits de santé non soumis à la prescription, je veux dire que c'est surtout un boom dans le secteur des compléments alimentaires santé, donc que ce soit pour les enfants, les étudiants, en fait, les Chinois qui doivent passer des examens et bien entendu les seniors. Donc, il y a aussi des développements en ce qui concerne des solutions pour la prévention et le bien-être, donc notamment des personnes âgées, pour que l'accueil en fait, de ces personnes et qui restent le plus longtemps à domicile soit prolongé. Mais sur le secteur de la silver economy, c'est pour ça qu'on va organiser prochainement en fait une Learnex pour une entreprise française qui souhaite mieux connaître en fait l'état de l'art dans le secteur des maisons de retraite en Chine, quels sont les équipements qui sont utilisés, quels sont les besoins exprimés par les patients ou la clientèle qui sont dans ces maisons de retraite. Pour finir, je vais juste m'attarder un peu sur le club Santé Chine que j'anime depuis 4 ans. Donc, c'est un club qui existe depuis 2013 avec plus d'une centaine d'entreprises françaises, donc principalement des filiales françaises basées en Chine ou des entreprises françaises basées en France, mais qui ont un lien et des courants d'affaires importants avec la Chine. Nous sommes organisés en plusieurs groupes de travail, notamment dans un groupe de travail sur les maladies rares, les maladies infectieuses, le vieillissement, la silver economy, pour tout ça porter en fait la bonne parole auprès des autorités chinoises et du corps médical pour justement sécuriser, accélérer les projets français en Chine. Voilà, j'en ai terminé par rapport à la présentation de santé et je reste à votre disposition. Merci à vous. Juste, Alexandre, nous avons une question qui concerne exactement le club dont vous venez de parler. Est-ce que vous pouvez répondre comment on fait pour devenir membre de ce club? Alors, pour devenir membre, c'est assez simple. On vous envoie un formulaire d'une page pour que la société présente un peu ses activités, ses projets ou ses ambitions par rapport au marché chinois de la santé et comment nous, le Club Santé, notamment via ces différents groupes de travail, pourrait aider cette entreprise à accélérer ou se développer sur le marché chinois. Donc, ensuite, lors d'un comité opérationnel qui a lieu tous les 2 mois, la société qui souhaite adhérer, c'est gratuit, au Club Santé doit juste se pitcher pendant 5 minutes devant les membres du COPIL, qui sont aujourd'hui de 10 filiales. Voilà. Plus les 3 coprésidents, donc la conseillère santé, affaires sociales et du travail basée à l'ambassade de France à Pékin, moi-même, et puis le coprésident qui représente la filière industrielle française. D'ailleurs, ce vendredi-là, nous avons notre réunion plénière annuelle qui a lieu à la Chambre de commerce franco-chinoise à Shanghai pour élire une nouvelle gouvernance. Merci Alexandre. Merci. Merci à tous. Nous allons passer maintenant au bien de consommation. Je laisse mon collègue Bertrand Cavillon poursuivre sur la partie. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Un mot sur donc le secteur agricole et agroalimentaire qui, là aussi, en fait, la Chine est un poids lourd, notamment avec donc les importations agroalimentaires qui atteignent, en fonction des années, autour de 200 milliards d'euros.
ce qui est évidemment colossal, mais également un marché d'innovation. Notamment au niveau agricole, il y a des grands plans qui ont été mis en place, notamment dans le cadre des plans quinquennaux pour subventionner aussi bien les fermes d'État, mais aussi les entreprises agricoles, les entreprises d'élevage, pour se digitaliser, pour innover, pour se robotiser et utiliser l'agriculture intelligente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme avec de très gros moyens. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros, enfin d'US dollars, qui sont donc mis à la disposition des entreprises chinoises pour se moderniser. Et donc c'est intéressant aussi de venir voir, de venir constater en Chine ces innovations. L'offre française reste présente sur le marché avec des valeurs sûres, j'y reviendrai donc dans nos exportations, et une recherche de produits de qualité, de produits tracés avec une image premium, et qui donc permet à cette classe moyenne qu'a évoqué Xavier, donc qui est en augmentation, de pouvoir diversifier leur alimentation avec des produits importés. La Chine, depuis 25 ans, a connu donc une croissance très très forte de ses importations agroalimentaires et aussi de ses exportations. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a un recul des importations qui est volontariste. C'est-à-dire que la Chine veut être de moins en moins dépendante des produits importés, et donc et c'est pour ça qu'ils investissent énormément dans la modernisation, et donc veulent aller vers plus d'autosuffisance. Néanmoins, ça nous laisse, et là on va passer à la slide suivante s'il vous plaît, ça nous laisse encore donc des opportunités donc sur les trois piliers qui constituent l'essentiel de nos exportations. On exporte, on a exporté en 2025 pour 2,7 milliards d'euros de produits agroalimentaires vers la Chine. La France est le deuxième fournisseur de l'Union européenne au niveau des produits agroalimentaires, et donc parmi les premières places, on a toujours nos vins et spiritueux qu'on exporte assez largement vers la Chine, avec pour la France 370 millions pour les vins, avec des importations globales de vin de 1,3 milliard d'euros. On a une consommation sur les vins et les spiritueux qui est plutôt flat, et donc un positionnement pour nous où les produits premium, les produits différenciants, c'est-à-dire aujourd'hui les vins blancs qu'on trouvait jusqu'alors un peu moins sur le marché, en tout cas qui étaient moins consommés, les vins sans alcool, les eaux de vie, les rhums, les gins, on le voit dans nos exportations ces dernières années, connaissent des bonnes progressions. Sur la partie des produits alimentaires, là également des produits sur lesquels on conserve et on progresse en termes de part de marché, notamment sur les produits gourmets qui sont toujours très très demandés. On a régulièrement des demandes sur les produits laitiers, les fromages, sur les produits de boulangerie. On est le deuxième fournisseur européen au niveau des produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, qui est un secteur qui reste très dynamique aujourd'hui. On le voit avec un développement des chaînes de boulangerie et de pâtisserie un petit peu partout en Chine. Les produits laitiers, la charcuterie, aussi tous les produits de snacking, salés et sucrés. Et également le secteur amont, le secteur agricole, sur lequel on a également une forte présence d'entreprises françaises. On aura d'ailleurs la semaine prochaine un salon qu'on fait chaque année qui s'appelle le KE, qui est dédié à l'élevage, sur lequel on a en général une vingtaine d'entreprises qui donc représentent les secteurs de la génétique animale, de la santé, de l'alimentation, et aussi des équipements d'élevage et de transformation, et pour lesquels en fait la France a un savoir-faire et une longueur d'avance
qui est très recherché aujourd'hui par les opérateurs chinois. Donc voilà, il est intéressant de venir voir ces évolutions, aussi bien sur la partie retail, sur la partie amont agricole, sur la partie process, pour vraiment comprendre comment positionner ces produits sur ce marché. Où encore une fois, comme l'a dit Xavier, on n'a pas à faire là une Chine, mais des Chines avec des modes de consommation qui sont très différents d'une région à l'autre et même d'une ville à l'autre, et donc et qu'il faut étudier avec précision. Je repasse la parole à Alexandre. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Donc, je vais enchaîner concernant l'autre partie de mes fonctions qui concerne à promouvoir l'offre française dans le domaine art de vivre. Donc, c'est lié au secteur de la décoration, de l'ameublement, de la mode, l'univers de l'enfant, des cosmétiques, des parfums, parfums de niche, du sport et des loisirs. Ce sont donc bien évidemment des secteurs qui parlent aux consommateurs chinois, notamment à travers les réseaux sociaux tels que Little Red Book, Xiaohongshu, qui est l'équivalent d'un Instagram, plus un Facebook, plus d'autres réseaux sociaux que vous connaissez en France, en Europe. Mais les Chinois sont ultra connectés, notamment pour mieux comprendre, mieux connaître les nouvelles tendances en matière de mode, en matière de décoration, les arts de la table, ou dans le domaine des jardins d'enfants, et bien entendu dans le secteur cosmétique. En termes de part de marché, ce qui est très important à retenir, c'est le secteur des cosmétiques. Dans les statistiques des douanes chinoises et françaises de 2025, le secteur des cosmétiques, des exportations françaises vers la Chine représente le deuxième poste d'exportation française, juste après le secteur aéronautique. Ce secteur des cosmétiques, englobant également le secteur des parfums et des parfums de niche, représente plus de 26 milliards en fait. C'est un marché colossal. Et juste derrière les États-Unis sont les années. Les marques françaises, notamment les marques qui sont dans votre région, constituent pour le premier trimestre 2026 le premier poste de clients en fait, que nous accompagnons sur le territoire chinois. L'une des progressions les plus importantes ces dernières années concernant le secteur des cosmétiques et le secteur des parfums, notamment les parfums de niche, qui a été multiplié par 20 en fait, au cours des 20 dernières années. On remarque également une forte tendance des demandes en ce qui concerne les soins dédiés aux hommes. Donc certes, c'est une part de marché relativement modeste par rapport à l'ensemble du camembert sur le secteur des cosmétiques, notamment les produits de soins de la peau, les produits pour l'anti-âge, voilà, excusez-moi, les maquillages, les rouges à lèvres. Certes, pour les produits pour les hommes sont encore insignifiants, mais c'est le secteur ici qui croît très très rapidement. Nous organisons très régulièrement pour le secteur des cosmétiques et des parfums des événements qui sont dédiés en fait à la promotion et de ces marques sur le territoire chinois, notamment des marques qui viennent d'identifier un distributeur, un partenaire chinois via l'appui de Business France pour marquer justement cette rentrée sur le territoire chinois, principalement via un KOL ou un ambassadeur de la marque, pour pouvoir justement, comme c'est un marché tellement concurrentiel, le secteur de la cosmétique et plus largement le secteur de l'art de vivre, qu'il est important en fait de prendre en compte la puissance en fait des réseaux sociaux via ces influenceurs. Par rapport au secteur de la décoration, je voudrais juste insister sur le fait, par rapport à la part de marché des produits français dans les arts de la table, nous occupons actuellement près de 20% en fait, de part de marché sur ce domaine, dans ce domaine, notamment tout ce qui est lié au couteau de cuisine, tout ce qui est lié un petit peu aussi au linge de table, linge de maison. Nous avons régulièrement des demandes entrantes, et c'est pour ça que nous organisons aussi des émissions très régulièrement et des expositions pour promouvoir l'art de vivre à la française à travers des expositions scénographiées ou des missions individuelles ou lors de missions exploratoires pour montrer à des marques françaises comment fonctionne le retail en Chine, quels sont les endroits, notamment à Shanghai, pour créer un pop-up store ou des événements temporaires avec des partenaires chinois qui sont soit liés, si c'est dans le domaine de la mode, de la section de mode, aux organisateurs de la Fashion Week qui a lieu au mois de mars et au mois d'octobre, pour créer des événements, certes sur une durée qui est relativement
courte, mais qui a un impact visuel très important auprès des consommateurs chinois et chinoises. Voilà, j'en ai pour tenir le timing, j'ai 4 minutes, donc je reste également à votre disposition pour ces différents sous-secteurs. Là, ce sont quelques indicateurs sur la consommation en Chine. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les ventes de détail, les biens de consommation en ligne ont fortement progressé. Un des chiffres qui est généralement cité par des experts et dans le domaine du luxe et du retail, si on réunit en fait l'ensemble en fait des transactions en ligne de l'Europe, du Japon, des États-Unis et du Canada, c'est à peine équivalent à celle de la Chine en 2024, excusez-moi. Merci bien. Parfait, je vous remercie du coup pour ces présentations sectorielles qui étaient fort intéressantes, notamment appuyées par vos chiffres. J'espère que ça aura montré à nos participants et aux entreprises intéressées par la mission l'intérêt de se déplacer en Chine. Et on va compléter vos interventions par des témoignages d'entreprises. Donc, on a avec nous aujourd'hui Monsieur Arnaud Laroche de la société Andritz Perfojet et également Monsieur Christophe Rabot qui représente la société Keolabs. Donc, je les remercie d'être présents parmi nous aujourd'hui. Et on va commencer par une présentation respective de vos entreprises de quelques mots pour les spectateurs qui ne vous connaîtraient pas. Je vous laisse commencer, Christophe. Oui, parfait. Bonjour à tous. Donc, Christophe Rabot, directeur général de la société Keolabs. Donc, nous, on est une entreprise du côté de Montbonneau et on est l'un des 3 fournisseurs dans le monde d'outils de test dans le monde de la carte à puce. Carte à puce, c'est votre carte bancaire, votre passeport, vos contrôles d'accès, mais également tout ce qui est la partie lecteur, les terminaux de paiement, et ça va jusqu'au téléphone portable. Donc nous, on accompagne tous nos clients qui développent, intègrent ou utilisent la technologie carte à puce, plus particulièrement NFC, que l'on connaît aujourd'hui, avec le paiement sans contact. Nos clients sont partout dans le monde, j'ai tendance à dire du Japon à San Francisco, et la Chine est un très gros acteur. La première fois que je suis allé, c'était il y a 19 ans, donc j'ai pu voir un peu l'évolution technologique depuis, avec des acteurs locaux qui maintenant dépassent parfois les acteurs historiques. Je pense à ST Microelectronics, par exemple. Les fondeurs chinois maintenant ne font pas le figure vis-à-vis d'eux. Voilà, je pourrais détailler un peu plus longuement notre expérience, notre expertise sur la Chine, sachant que nous, on travaille avec des distributeurs. Les 2 sont localisés à Shanghai, mais couvrent les grandes zones comme Pékin, Shenzhen ou Xi'an. Et aussi, comme indiqué dans le slide, je suis conseiller au commerce extérieur de la France. Différentes missions, c'est 4600 personnes dans le monde, 1500 en France et 3000 dans le monde, qui ont comme vocation de porter l'image de la France à l'étranger, d'être aussi conseillers aux institutions, porter les VIE et aussi du mentorat d'entreprise. Merci. Merci Christophe. Arnaud, je vous laisse rebondir sur une présentation de l'entreprise. Oui, bonjour à tous. Donc Arnaud Laroche, je suis responsable commercial de la société Andritz Perfoget. Donc la société est basée à Montbonneau également, à côté de Grenoble, et nous faisons partie donc du groupe Andritz, qui est un gros groupe industriel autrichien, avec 30 000 personnes réparties dans le monde entier. Plus précisément, nous appartenons à la division donc non tissé et textile, qui comporte 700 personnes. Et une grosse part de notre activité, si on regarde sur les années passées, c'est en fait la Chine, hein. Ça représente de l'ordre de 30 à 40% suivant les années de notre activité. Donc c'est un marché qui est essentiel pour nous, et donc on le suit très précisément. Donc on fournit pour ce marché des équipements, donc des biens d'équipement, des lignes de production pour les non tissés. Donc ce sont des produits qui servent pour des applications d'hygiène, donc typiquement les lingettes, les couches culottes. Et puis il y a également d'autres applications plus techniques. Parfait, je vous Voilà. remercie.
Peut-être qu'on peut parler un petit peu de votre, plus précisément de votre présence en Chine, de votre développement. J'ai cru comprendre pendant nos échanges que vous avez pu constater une certaine évolution, puisque ça fait un moment que vous êtes en lien avec la Chine. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ce point-là? Je redonne la parole du coup à Alors, Arnaud. oui, oui, je continue. Oui, donc nous, on a commencé à intervenir sur la Chine dans les années 90, à l'époque où notre technologie, en fait, commençait à se développer. On a vendu sur place donc un certain nombre de machines, alors qui étaient donc faites en France et donc exportées vers la Chine. Et puis on a utilisé pour ça en fait à la fois bon, des agents locaux et puis également les équipes locales du groupe Andritz, hein, parce que donc, je ne vais pas mentionner, mais on a sur site une usine de fabrication, alors pour le groupe entier, hein, mais dans lequel on a des équipes commerciales. Et donc on importait au départ nos machines et à partir des années 2000, au milieu des années 2000, du fait un petit peu des variations dans les parts de marché, on a vu qu'il était important de développer une machine qui soit plus adaptée au marché chinois, donc une machine qui ait des capacités un peu réduites, mais donc avec un prix d'accès plus attractif pour les clients. Et donc on a développé une machine pour ce marché chinois et également que l'on fabriquait donc dans cette usine en Chine. Et pendant toutes ces années, on a donc vendu à la fois des machines importées depuis la France et puis des machines fabriquées en local. Parfait. Merci Arnaud. Je pose du coup la même question à Christophe. Alors nous, on est à peu près 3 à faire ce qu'on fait dans le monde, donc on n'a jamais eu de vrais acteurs concurrents, on va dire, par rapport au marché chinois. Par contre, ce qu'on a pu constater sur quasiment 20 ans, c'est une évolution très forte de la compétence en local. Dans les années 2000, les gros acteurs du monde de la carte à puce, Gemalto, Berture, avaient créé des usines pour le marché local, parce qu'ils n'avaient pas les compétences sur le territoire. Sur ces 20 dernières années, ils ont appris, alors, on pourrait dire copié au début, ils ont surtout appris. Aujourd'hui, ils sont totalement autonomes. Donc on a vu sur les 20 dernières années surtout une montée en compétences techniques qui se retrouve dans les entreprises, qui se retrouve également dans les universités. Puisqu'aujourd'hui les étudiants sont quand même d'un niveau très élevé. On parlait tout à l'heure du nombre, 1,5 milliard. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants chaque année qui sortent avec un niveau qui progresse. Moi je les vois également très présents dans les comités de normalisation, à faire de la contribution et à parler d'égal à égal avec les experts techniques du domaine. Et si on peut aussi regarder un petit avantage que nous on a en France, européen, c'est qu'on n'est pas américain. Et tous les mouvements récents qui ont pu être faits par l'administration américaine, Trump pour pas le citer, ont quand même poussé les Chinois à développer leur propre technologie et à bien souvent essayer de trouver des partenariats avec les entreprises européennes pour justement ne pas réutiliser ce qui est fait aux États-Unis. Donc c'est vraiment une montée en compétences, en expertise depuis 20 ans, avec des gens avec qui aujourd'hui il faut aller travailler en local et tisser un partenariat fort, aussi bien technologique que sur les marchés, avec bien évidemment 2 aspects qui sont très différents. Le marché domestique, et là on retrouve quand même des complexités liées au prix, au coût du travail, mais tisser des partenariats avec eux pour après faire des produits à l'export. Voilà, donc ça c'est vraiment 2 approches et aujourd'hui, avec tous les acteurs locaux que l'on peut retrouver et les relais que l'on a avec Business France entre autres, c'est vraiment très important de tisser ces liens, trouver les bons partenaires, les acteurs locaux, garder nos spécificités, on reste français, mais l'aspect culture chinoise doit être aussi pris en compte sur le quotidien.
Parfait. Est-ce que vous avez pu être accompagné par des acteurs comme la Team France Export, bénéficier d'aides régionales ou vous avez parlé notamment d'acteurs locaux avec qui vous avez pu développer des partenariats lors de votre développement en Chine? Pour ma part, peu, puisque on a rarement eu l'occasion, en tout cas sur le marché chinois, d'avoir des actions ciblées. Je penserais plutôt à des salons internationaux que j'ai pu avoir en Asie ou il y a quelques années à Hong Kong quand même. Donc il y avait quand même une assistance à la création de pavillons France sur des foires et des expositions qui est, je pense, quelque chose d'important. Et si il y avait un petit souhait, ce serait de reproduire ça assez régulièrement dans les différentes régions. La Chine en est une, pour pouvoir être plus fort et d'être plus visible lors de ces événements-là. Le pavillon France attirant ne serait-ce que par le nom France, la qualité associée. On a vu tout à l'heure tout ce qui touchait aux cosmétiques ou à l'alimentaire et on a toujours notre étiquette française qui fait très très plaisir en Chine. Mais en tout cas, en termes d'accompagnement, en tout cas, nous, dans notre entreprise, on s'en est pas servi. Et Arnaud, de votre côté? Et pour nous, alors historiquement, on avait pénétré le marché chinois, comme je le disais, via notre plateforme en local du groupe. Et je dirais, ce qui est important en fait pour le marché chinois, justement, c'est la présence. Il faut vraiment être présent, y aller régulièrement. Je vais en Chine pratiquement tous les 2 mois. Et les clients aussi viennent nous visiter quand ils ont l'occasion. On avait hier encore des clients chinois qui sont venus nous voir. Euh, et il faut vraiment garder ce contact parce que c'est un marché où en fait les positions évoluent très vite. C'est-à-dire que on gagne des parts de marché, mais on les perd aussi très vite. Alors c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut gagner des parts de marché. C'est pas un marché qui est figé avec des acteurs, avec des rentes. C'est vraiment un marché qui évolue très vite. Et donc ça veut dire qu'on peut aller en Chine et puis développer ce marché. Mais en même temps, il faut vraiment être présent parce que si on n'est pas présent, très rapidement, on peut perdre effectivement ces parts de marché. Donc il y a une importance, il faut se faire connaître. Et pour ça, donc, on avait initialement fait avec notre plateforme parce que c'était sur un marché qu'on connaissait bien. Mais récemment, on a développé une nouvelle technologie donc, pour dénontisser à base de fibres naturelles. Et pour ces machines-là, en fait, on cherche d'autres acteurs, notamment directement des agriculteurs qui font pousser ces fibres naturelles. Et, euh, et là, notre groupe était moins intégré dans cet écosystème-là. Et donc, on a fait appel à BPI France, le bureau de Shanghai, pour justement nous aider à trouver en fait quels étaient les acteurs de ce marché pour pouvoir aller les rencontrer et justement être présent, se faire connaître. Parce que de nouveau, c'est vraiment la chose qui est importante, c'est être présent et, et rencontrer les acteurs pour pouvoir développer un marché. Parfait. Écoutez, je vais vous poser une dernière question avant de passer à la présentation de l'offre de mission d'octobre. Si vous aviez un conseil résumé à prodiguer aux entreprises qui seraient intéressées par cette mission, qui peut-être ne connaissent pas encore le marché chinois, qu'est-ce que vous leur diriez? Arnaud, allez-y. En fait, moi, j'ai déjà un peu donné mon conseil. C'est vraiment ça. C'est être présent. De nouveau, il n'y a pas d'opposition de rente en Chine. On le voit notamment alors on le voit sur le marché automobile, par exemple en Chine, où il y avait des marques qui étaient très bien implantées et qui très vite peuvent être remplacées par d'autres marques. Donc c'est vrai que le marché chinois, il y a pas de rente, il n'y a pas de position établie. Donc alors ça veut dire que si on n'est pas présent, on peut très vite être oublié, mais en même temps c'est une opportunité. C'est-à-dire que pour un nouvel acteur qui veut rentrer dans le marché, il y a tout à fait la possibilité de créer sa place. Voilà, il faut investir du temps, il faut être présent, avoir donc les bons contacts en local. C'est aussi essentiel parce que il est très difficile pour nous, Français ou Occidentaux, de comprendre tout ce qui se passe en Chine. Et donc, il faut avoir des interlocuteurs en local à qui on peut avoir confiance et qui vont justement nous aider à comprendre ce marché. Hein, sinon, on passe vraiment à côté
Parce même si les générations évoluent, donc maintenant on rencontre des personnes plus jeunes, donc de l'ordre de 30, 40 ans, qui ont fait leurs études à l'étranger, donc avec qui on peut communiquer en anglais. Mais quand même, la génération dirigeante, ce sont encore des gens qui sont un peu plus âgés, qui ne parlent pas anglais, et donc c'est très difficile d'avoir un contact direct avec ses clients. Donc il faut avoir effectivement sur place des réseaux qui sont bien implantés et qui nous aident à être présents. Et donc BPI France, pour ça, nous aide beaucoup effectivement quand on a besoin de développer des nouveaux marchés. Parfait. Et Christophe, je vous laisse conclure du coup ce segment. En disant, comme tout autre pays, il faut bien percevoir la culture et comment on fait du business en Chine. Ce n'est pas la même chose de faire du business au Japon, à Taïwan ou en Thaïlande. Donc vraiment, effectivement, aller sur place 1 ou 2 fois, être accompagné par les bonnes personnes, bien comprendre la chaîne de décision. À l'inverse d'autres pays, effectivement, ce sera plutôt du côté du dirigeant qu'il va falloir appuyer, quelqu'un qui ne parle pas anglais. Donc voilà, c'est vraiment effectivement important de comprendre comment se passe le processus de décision. Le partenaire local, comme je disais tout à l'heure, il doit être chinois, mais il doit aussi comprendre la culture française. Un 100% chinois sera beaucoup plus difficile parce qu'il aura plutôt tendance à privilégier le domestique par rapport à la collaboration. Donc, trouver effectivement le bon accompagnant. Et encore une fois, c'est y aller régulièrement. Moi, c'est pareil, pour y aller 2, 3 fois par an, à chaque visite, il y a quelque chose qui a changé. Aussi bien dans la rue, dans les restaurants, dans les magasins, dans les entreprises, dans les technologies mises à disposition. On en parlait tout à l'heure, un pays qui va passer d'1,4 milliard, 1,5 milliard à 700 millions. Encore, c'est les projections les plus positives. Ce sera peut-être même 400 millions à l'horizon 2100. Beaucoup de choses sont déjà mises en place aujourd'hui sur l'automatisation. Donc, tous ceux qui ont aujourd'hui une valeur ajoutée dans le monde de l'automatisation, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et ça se prépare dès maintenant. Parfait. Mais je vous remercie pour vos interventions. On aurait aimé vous écouter un Merci. petit peu plus longtemps, mais voilà, il faut encore présenter la mission. Donc, je rappelle que les CCE sont à disposition de toute entreprise qui souhaite avoir du conseil, du retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à les mobiliser si vous en avez besoin. Donc, Merci. merci, je vais à présent vous parler de l'offre de mission. Donc, cette mission aura lieu la semaine du 12 au 16 octobre. Donc, vous l'avez compris, il y aura une partie mission économique d'entreprise, une partie institutionnelle, une partie académique. Ici, je vais vous parler uniquement de la partie entreprise. Donc, les secteurs que l'on a ciblés, vous avez pu le voir via les présentations de Business France. Ce sont 3 blocs que l'on a intitulé le premier industrie innovante, industrie décarbonée. Donc c'est tout ce qui va concerner voilà, des innovations, soit de valeur ajoutée que l'on peut apporter en Chine, soit de s'inspirer de ce qui se passe là-bas, puisque on a pu le comprendre, ça va très vite, il y a beaucoup d'innovations. Donc ça peut être ces 2 angles sur la partie industrie innovante et décarbonée. On a une partie santé qui va s'articuler autour de la pharmacie des équipements médicaux et une partie art de vivre pour des produits qui sont fabriqués en région, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui se situent plutôt sur un segment haut de gamme. Donc on aura 3 parcours de missions séparés que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Hélène Barnet de la CCI Lyon Métropole pour vous parler un petit peu plus de la Team France Export et de l'accompagnement qui peut être réalisé en amont de mission. Oui, merci beaucoup, Coralie. Effectivement, enchantée. Alors, beaucoup de partage d'informations qui sont assez riches. Donc, je vais faire assez rapide. La Team France Export a été expliquée. En fait, l'enjeu, c'est que chaque entreprise du territoire puisse avoir au sein de cette Team France Export un conseiller international
qui l'accompagne dans ses projets de développement à l'international. Et donc en France, le réseau, ce sont des conseillers internationaux qui sont majoritairement dans vos chambres de commerce. Si vous n'en avez pas connaissance, vous pouvez vous rapprocher de vos chambres de commerce et nous vous donnerons le nom du conseiller international qui est à votre disposition. Alors, à la CCI de Lyon, effectivement, ce sont 10 conseillers internationaux qui accompagnent au quotidien les entreprises, beaucoup sur les enjeux de préparation. On parle Chine, donc c'est un sujet que l'on connaissait bien avant Covid et qui, depuis quelques années, nous reprenons à tâche également CCI de Lyon avec un certain nombre de représentants en Chine et notamment au travers de Business France, mais de partenaires un peu privilégiés. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner dans votre stratégie de développement et effectivement de vous présenter également l'émission comme celle qui vient de vous être présentée ce matin. Donc notre objectif, il est vraiment de faire en sorte que vous soyez le mieux préparé possible, de vous mettre en relation avec l'ensemble de l'écosystème. Les conseillers du commerce extérieur ont été évoqués, l'agence, Business France, l'INPI, un certain nombre de partenaires, et donc de faire en sorte que vous soyez le plus près possible. Vous avez des enjeux d'aspects juridiques et réglementaires, donc les CCI ont à votre disposition et Business France également sur les sujets de la réglementation des équipes qui sont en capacité de vous accompagner sur tous ces enjeux-là, qui sont des prérequis évidemment dans le cadre de vos projets à l'export. Nous pourrons évoquer avec vous les enjeux du financement, les enjeux de la formation, de la capacité de vos collaborateurs sur des sujets de langue, par exemple de formation en langue, tous les aspects de communication, vos outils de communication, etc. Enfin, l'ensemble de la préparation. Ce qui fera que globalement, les réussites, et je crois que ça a été dit par Business France, où il me semble avoir lu quelque part que globalement, 60% des entreprises qui exportaient en Chine étaient très bien préparées et étaient majoritairement des TPE, des PME, on va dire, sur le volume des entreprises, et que globalement, le sujet de la préparation est un enjeu pour chacun d'entre vous. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps. En tout cas, si vous avez une chose à retenir, c'est que vous avez un conseiller international à votre disposition en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que, partout en France. Merci Hélène pour ce point sur la préparation. Donc pour continuer, et pour vous rappeler le process, donc quand vous vous inscrirez à la mission régionale en Chine, vous allez être mis en relation avec votre référent Team France Export qui pourra vous accompagner sur la préparation, valider votre projet, votre stratégie de développement dans sa globalité. Et ici, je vous présente les 3 ateliers que nous mettons en place dans le cadre de la participation à cette mission, qui ont lieu également en amont, avant le départ, afin de compléter la préparation de l'accès, notamment sur des sujets qui sont spécifiques à votre départ en mission. Donc, le premier, ça va être un dîner de gala qui est organisé par le Nouvel Institut franco-chinois qui aura lieu à Lyon le 10 septembre. Donc là, c'est une partie en présentiel afin de rencontrer tous les réseaux et les acteurs liés à la Chine et de les regrouper à Lyon pour ce moment. Ensuite, on aura un webinaire sur la partie protection, préparation un petit peu plus technique avec des intervenants de l'INPI, des douanes, donc les référents qui sont basés en Chine, qui vont pouvoir vous présenter un petit peu les problématiques, les sujets qui reviennent le plus souvent. Et on aura également une partie sur la cybersécurité afin que vous ayez toutes les clés avant le départ en mission. Et le dernier point, c'est un point interculturel. On l'a également évoqué, il vaut mieux être préparé, comprendre les Chinois. Quand on se déplace dans un pays notamment aussi éloigné, voilà, c'est important pour nous de vous donner aussi des éléments. Et ce point-là, il sera opéré par Business France puisque ça fait partie de votre programme de mission. En ce qui concerne le programme sur place, donc, on aura en début de semaine, le lundi 12 octobre et le mardi 13 octobre, un programme transverse
tout secteur confondu et toute délégation réunie au même endroit. Donc, pour les personnes qui choisiront les rendez-vous B2B, vous pourrez les placer sur la journée du lundi ou du mardi. On aura un moment d'échange avec la délégation et le président de région qui se déplace à l'occasion de cette mission. Et on aura également une visite collective. On vous a parlé de plusieurs exemples. Guillaume a parlé d'un temps santé. On envisage de proposer des visites un petit peu phares, mais on les adaptera en fonction de la délégation, des secteurs qui ressortiront, de vos besoins. Donc, il peut y avoir une ou plusieurs visites qui seront proposées en fonction des participants. Sur la journée du mardi, donc c'est la journée du Forum du Nouvel Institut chinois que vous a présenté Guillaume en début de webinaire, donc autour de la thématique de la transition environnementale. Il y aura des moments de conférences, de tables rondes, de networking. Et donc l'idée, c'est de profiter aussi de cette émulation régionale pour pouvoir rencontrer le plus de réseaux possible en Chine. C'est à ce moment-là que la signature du partenariat entre la région et la municipalité de Shanghai sera formalisée. Et il y aura également la soirée de promotion de la région à laquelle vous participerez. Donc l'idée, c'est de promouvoir la région, de montrer les forces régionales, mais également de vous permettre de compléter votre networking à ce moment-là. Et ensuite, on va pouvoir passer sur les 3 parcours sectoriels, donc de Learning Expedition. Vous choisissez un bloc parmi les 3 et je vais vous présenter en détail qu'est-ce qu'il y a dans chaque parcours sectoriel. Donc sur le premier parcours qui est lié aux industries décarbonées, aux industries innovantes, on garde le lundi et le mardi en moment collectif. Et du mercredi au vendredi, pardon, vous pouvez voir des noms de visites qui sont proposés par Business France. Donc l'idée, c'est d'aller découvrir, s'inspirer de ce qui se passe en Chine. Vous avez sur ce parcours-là un moment sur le salon CIIF, qui est une sorte de global industrie à la chinoise, c'est-à-dire avec une ampleur beaucoup plus grande et qui est centré sur l'industrie, mais qui va également pouvoir vous présenter tout ce qui est lié à l'innovation. Donc, vous aurez des rencontres collectives et une visite guidée sur ce salon-là. Et ensuite, vous le voyez, vous avez des visites liées à l'IA, liées au bas carbone et à l'industrie du futur ou manufacture intelligente. Pour le parcours santé, donc idem lundi, mardi en collectif. Et mercredi au vendredi, vous avez également des visites donc adaptées à ce secteur-là, qui sont notamment sur les sujets robotiques, médicaments de demain. On a parlé également de la silver economy, donc ça fait partie des thématiques qui sont abordées là. On aura aussi une visite de la filiale de Biomérieux en Chine qui fera partie de cette mission-là, donc c'est l'occasion d'aller visiter une filiale. Et également un moment sur une faculté de médecine afin de compléter ces visites-là. Et pour le dernier parcours, donc, qui sera autour de l'art de vivre. Donc là, c'est un parcours qui est plutôt axé sur le retail. Ça a également été présenté par Business France. Et tout ce qui est vente en ligne, puisque vous avez noté que ça fait partie ça a une grande part de marché, ça fait partie des échanges une manière dont sont distribués les biens en Chine. Donc voilà, vous avez des rencontres sur cette thématique-là, sur le marketing, sur le e-commerce et sur des réseaux de distribution retail. Pour la partie tarifaire, combien cette mission va vous coûter? Donc, vous avez un tarif négocié et attractif de 2 300 € hors taxe par participant, par l'Eurnex. Si vous souhaitez vous déplacer à 2 sur le même parcours sectoriel, il faudra rajouter 300 € par participant supplémentaire. On vous propose également des rendez-vous B2B en option afin de maximiser votre déplacement et de rencontrer cette fois-ci en individuel sur les rendez-vous B2B selon votre cahier des charges des acteurs que vous souhaitez rencontrer. Donc vous pouvez rajouter ceci si ça fait partie de vos objectifs.
Et ensuite, on vous a noté ce qui a été pris en charge par la région, l'agence ou le Nouvel Institut franco-chinois pour que vous preniez conscience de ce que tous les acteurs peuvent vous apporter et comment on se rassemble tous pour vous proposer une mission de qualité. J'ai noté en bas que ça, c'est le tarif de la prestation du contenu de mission. Il vous faudra rajouter les déplacements, votre vol, hébergement, repas qui ne sont pas inclus sur les moments collectifs. Et dans le guide de mission, il y a une estimation que j'ai pu réaliser pour vous donner une idée de combien ça peut vous coûter. Si jamais vous avez une assurance prospection BPI France, ces frais-là peuvent être rentrés dans le cadre de votre contrat. Si vous n'avez pas d'assurance prospection BPI France, eh bien, je vous invite à discuter avec votre référent international pour voir si ça vaut le coup d'en déclencher une dans le cadre de votre développement en Chine. Le processus de participation, il est très simple. C'est un formulaire en ligne dont vous avez le lien sur le guide de mission et également sur cette présentation. Vous le complétez. Moi, je reçois votre candidature, j'accuse réception, j'informe le référent TFE de votre inscription et il pourra prendre le relais pour organiser toute la préparation en amont dont on a pu parler. Et ensuite, vous recevrez plus tard le bon de commande et la facturation qui confirment votre participation et votre engagement à payer cette prestation. Écoutez, on arrive en fin de webinaire, donc je remercie tous les intervenants d'avoir participé à ce moment-là, d'avoir pu apporter des éclairages sur la Chine, sur les opportunités, sur le contexte de cette mission. On va passer peut-être à un petit moment de questions. Je sais qu'on a dépassé le timing, mais voilà, n'hésitez pas peut-être à poser vos questions, c'est le moment. Je vois que ça réagit pas trop. Je vous laisse encore un petit peu le temps d'écrire dans le chat. En tout cas, sachez qu'on est tous à disposition, que ce soit Business France Chine, le Nouvel Institut franco-chinois, l'agence pour vous rediriger vers la bonne personne. Voilà, on est là si les questions viennent par la suite ou si vous avez d'autres sujets à évoquer. On est tous alignés pour vous accompagner au mieux. Ce que j'ai pu constater dans l'organisation de cette mission, c'est que la Chine, c'est un marché qui est très stratégique, qui avance très très vite, auquel il faut s'intéresser. C'est le moment effectivement d'aller voir ce qui s'y passe, que ce soit pour y exporter vos produits qui sont très spécifiques, qui ont une technicité ou une innovation qui n'est pas présente en Chine, ou que ce soit pour vous inspirer, pour voir ce qui s'y passe, profiter de cette mission régionale pour vous déplacer avec la délégation et vous intéresser à la Chine. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Vous recevrez tous le lien de replay si vous souhaitez revisionner et également les supports qui ont pu être diffusés lors de cette présentation. Je vais donc vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée pour les équipes qui sont basées en Chine. Et puis, j'espère vous retrouver nombreux lors de cette mission Chine à participer.